Jean-Jacques Descamps avait commis un rapport parlementaire en 1995 sur le tourisme de pays, avec toujours cette idée latente d'essayer de désengorger le tourisme français qui continue de se concentrer par trop sur quelques points du territoire, avec d'ailleurs des risques aujourd'hui de surfréquentation. Ces petites villes de moins de 6 000 habitants, c'est une manière de les sortir de l'anonymat. C'est un gage de qualité, en fait. C'est une visibilité. 80 000 visiteurs par an, ça veut dire qu'il y a plus de poubelles, des toilettes publiques à entretenir. Et là, effectivement, il y a des surcoûts. Les plus beaux villages de France ne doivent pas être des villages musées, ne doivent pas être des villages figés. Dès qu'on fait des travaux, on se dit qualité des matériaux, attention, unité avec le reste. Pour initier, on va dire, une candidature au label Ville ou Pays d'Art et d'Histoire, c'est avant tout une volonté politique du territoire. Le label n'est pas forcément un objectif en soi. Les gens qui connaissent le label Petite Cité de Caractère savent qu'il est attribué avec des conditions assez strictes. Connecter la mise en récit, l'urbanisme, le projet et d'avoir un moment l'ingénierie pour accompagner l'élu dans la définition de sa feuille de route, c'est totalement au cœur de ce qui est attendu dans les petites cités de caractère. Oui, je l'ai rencontré une fois. Tu utilises beaucoup le film. Sur les produits alimentaires, comme sur les routes de France, on assiste depuis quelques années à une multiplication des labels. Label rouge, agriculture biologique, pavillon bleu, jardin remarquable, ville et village étoilés, etc. Le patrimoine et le tourisme n'échappent pas à cet essor, d'autant que la France reste la première destination touristique mondiale. Traditionnellement, historiquement, c'est l'État en France qui s'est chargé de sélectionner le patrimoine, de construire le patrimoine et d'apporter le récit qui l'accompagne. Or, la labellisation, elle déplace cette initiative sur les épaules, éventuellement de l'État, puisqu'il est porteur de certains labels, mais aussi d'acteurs locaux qui se saisissent d'eux-mêmes de leur patrimoine et qui décident, oui ou non, de se lancer dans la candidature à un label. Le but n'est pas de capitaliser une image prestigieuse pour faire vendre, c'est davantage de garantir la qualité d'un produit sur une base objective et pérenne. On va vérifier régulièrement que les conditions de production de tel ou tel bien respectent un cahier des charges. Il est attribué ce label par un organisme extérieur et indépendant, alors que la marque a été déposée par le propriétaire de la production de produits. Mais ces labels sont-ils vraiment utiles? Ou plus exactement, à quoi servent-ils? Quelles sont les attentes, les objectifs, les stratégies des acteurs qui promeuvent ces labels de la valorisation patrimoniale et touristique, ou bien des élus qui les sollicitent pour leur territoire? C'est ce que nous avons voulu savoir à travers le projet de recherche intitulé LabTerre. Les labels du patrimoine et du tourisme sont-ils une ressource territoriale? Pour les besoins de cette étude, l'équipe de recherche a sélectionné 4 labels du patrimoine culturel et architectural. D'abord, les plus beaux villages de France, créés en 1982. Ensuite, les plus beaux détours de France, créés en 1998. Puis, les petites cités de caractère, créées en 1975. Enfin, les villes et pays d'art et d'histoire, créés en 1985 et qui concernent de plus grandes villes et de vastes territoires. Tous ces labels sont des labels associatifs, portés par des associations d'élus locaux, excepté le label Ville et Pays d'Art et d'Histoire, qui est un label d'État attribué par le ministère de la Culture. Financée par la région Centre-Val de Loire entre 2022 et 2025, cette recherche a été menée par une équipe de géographes, de juristes, de spécialistes en aménagement et en droit de l'urbanisme. Elle part d'une question simple, celle de l'utilité des labels. Il s'agit d'étudier les processus de patrimonialisation et de valorisation du patrimoine local dans des petites communes et des territoires parfois éloignés des grands axes touristiques de la région. Il s'agit aussi d'interroger le rôle que peuvent jouer ces labels dans le développement local pour des acteurs parfois lucides sur les retombées attendues. Dans quelle mesure ces labels constituent également une ressource sociale, tant pour les acteurs qui les promeuvent que pour celles et ceux qui les sollicitent pour leur territoire? Sancerre, très clairement, c'est la seule commune de toute la région Centre qui cumule les 3 labels, donc plus beau détour de France, petite cité de caractère et donc plus beau village de France qu'elle vient d'obtenir.
Pour répondre aux questions de recherche que nous nous posons, nous avons réalisé un atlas cartographique et mené une campagne d'entretien. En tout, nous avons investigué 24 territoires répartis dans les 6 départements de la région Centre-Val de Loire et nous avons interrogé 40 acteurs, élus locaux, agences de développement touristique, animateurs du patrimoine ou de la valorisation du patrimoine, mais également responsables ou directeurs des associations de promotion de ces labels. Donc avec le conseil municipal précédent et puis les membres de l'association Trou Tourisme, on avait cherché quel label pouvait correspondre, donc parmi la liste, puisqu'il y en a des quantités, celui qui nous correspondait le mieux, et notre choix s'est arrêté sur Petite Cité de Caractère. La genèse, c'est 2014-2015, de l'objectif de revitaliser Sancerre au travers du patrimoine. Et donc de se lancer dans plusieurs opérations de reconnaissance, puisque Sancerre est une station classée ville touristique depuis les années 30, reconnue par l'État comme telle. La démarche envers les petites cités de caractère avait déjà été engagée par la précédente municipalité. Donc le temps de s'installer dans nos fonctions, on a finalement décidé de poursuivre cette démarche. Et ça nous a permis, la première année, de réfléchir à toute cette question de la valorisation des patrimoines. Et finalement, on s'est rendu compte qu'elle incluait beaucoup de choses qu'on voulait faire sur la commune. La démarche de labellisation de Saint-Dié, nous l'avons proposée en même temps que nous avons proposé d'inscrire dans notre délibération pour prescrire le PLUI la conduite de l'opération Grand Site. Nous l'avons proposé au maire de Saint-Dié en se disant, à côté de la démarche pour tout le territoire, on pourrait développer avec vous ce projet d'accéder à cette marque Petite Cité de Caractère pour montrer aux communes voisines qui n'ont pas forcément les mêmes arguments d'un point de vue patrimonial, mais que la démarche, elle est intéressante, elle est reproductible dans les autres territoires. La démarche de labellisation de Beaulieu-les-Loges comme petite cité de caractère a démarré il y a déjà pas mal d'années sur une première rencontre avec Laurent Mazurier, son directeur, qui était venu nous présenter l'association et la démarche de l'association Petite Cité de Caractère. À l'époque, on n'avait pas accroché. Ensuite, en 2018, je pense par là, l'architecte des bâtiments de France, avec l'aide de l'agence d'urbanisme de Tours et le CAUE, avait réuni toutes les communes potentiellement petites cités de caractère à Tours pour que Laurent Mazurier puisse de nouveau nous réexpliquer la démarche. Et là, vraiment, on a été convaincus. Donc, dans la foulée, on a monté un dossier de candidature qui a été examiné. On a eu une visite de la commission d'homologation. Et à la suite de cette commission, l'association nationale nous a donné l'accord pour qu'on devienne petite cité de caractère. Au départ, les plus beaux détours, c'est aussi un critère de population. Il ne faut pas excéder 20 000 habitants. C'était à la demande de M. Louis, donc Xavier Louis, le délégué national, qui, de par ses fonctions au Tour de France, avait sillonné les différentes routes de France, justement, et avait vu Mehun comme un intérêt potentiel au niveau touristique. C'est mon rôle. Je prospecte, je continue à démarcher dans les départements non représentés. On ne se rend pas prisonnier de critères trop précis, j'allais dire. Il y a une estimation de voir si la ville mérite le détour. Une des premières volontés politiques, en tout cas dans la recherche de ce label,
c'était de pouvoir attirer une population touristique, vraiment d'avoir les camping-caristes, d'avoir des gens qui soient en itinérance, et puis de donner un petit peu de visibilité à ce patrimoine. Ce qui était intéressant par rapport au label Plus beau détour de France, par rapport à l'échelle des villes, c'est aussi la typologie des villes, avec éventuellement les ressources économiques, avec les populations qui peuvent être comparables. Donc on peut trouver dans la densité du label Plus beau détour de France des villes qui sont comparables à la nôtre. Le label, je pense, a été naturellement fait pour Apremont, si je puis dire. Et depuis, on vit Plus beau village de France, on est Plus beau village de France, on respire Plus beau village de France. Le village de Montrésor avait été démarché même pour entrer dès le début, en 1982. Et à ce moment-là, l'équipe municipale n'avait pas souhaité rentrer dans le label. Et c'est l'équipe municipale suivante qui, elle, a souhaité intégrer l'association. J'ai tendance à croire que c'est peut-être l'association qui a cherché des villages pour répartir géographiquement aussi, parce qu'au départ, il y avait quand même une orientation très sud de la France, si vous voulez. Et puis petit à petit, ils ont cherché à avoir des villages partout. Ils continuent d'ailleurs dans cette démarche. Voilà. La chose fondamentale pour initier, on va dire, une candidature au label Ville ou Pays d'Art et d'Histoire, c'est avant tout une volonté politique du territoire. Ça, je pense que c'est totalement indispensable, c'est-à-dire que, et c'est la posture que l'on adopte ici en DRAC, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher un territoire en leur disant « ce serait bien que vous soyez ville ou pays d'art et d'histoire », parce qu'en fait, c'est pas comme ça que ça va fonctionner, ou en tout cas, quelque part, on ne sera pas, je ne vais pas dire en position de force, mais en tout cas, on ne sera pas légitime après à demander des efforts, notamment financiers, de la part de la collectivité, si c'est nous qui sommes allés les chercher et non pas eux qui sont venus vers nous en disant « on veut le label » ou « on voudrait obtenir ce label ». C'est pas qu'un dossier qui compile le patrimoine, mais c'est aussi un dossier de projection. Donc c'est quelque part aussi un dossier de développement. Et il fallait aussi qu'on mette en avant ce qu'on avait déjà fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on faisait peut-être du pays d'art et d'histoire en l'ignorant, et il fallait que ça puisse remonter dans la mise au point du dossier de candidature. Donc ça a été, je dirais, moi, ma petite part du travail, c'était de bien montrer que dans la perspective de la labellisation, de valoriser déjà ce qui était nos acquis autour de cette thématique-là, surtout des questions de sauvegarde du patrimoine industriel de la vallée. Quand vous êtes petite cité de caractère, le maire, les habitants le disent à leurs voisins. Il y a une sorte de fierté, d'identité. Ça veut dire que vous faites sens en même temps et que vous êtes identifié qu'en termes d'aménagement du territoire. Quand vous êtes une commune de 400 habitants et que vous êtes connu dans la France entière ou dans toute votre région, c'est pas mal. Quand on parle de Trot, maintenant tout le monde sait où est Trot. Ce qui n'est pas le cas d'autres villages moins connus. Les cartes de France affichées où mon nom doubleau apparaît maintenant, ça veut dire qu'elle est repérée dans toute la France comme destination possible. Et c'est vrai que c'est une visibilité importante, puisque les plus beaux détours, c'est quand même aussi le guide Michelin. Et qui dit guide Michelin, dit une valeur sûre au niveau touristique national, voire international. En fait, l'objectif, c'est que Sancerre devienne une marque. Elle l'est déjà pour le vignoble, il faut qu'elle le soit pour le village, pour ses paysages. Ces petites villes de moins de 6000 habitants, c'est une manière de les sortir de l'anonymat. On acquiert, grâce à ce label, une certaine notoriété, et c'est tout à fait valable, en plus, pour les entreprises. Les entreprises qui sont sur notre secteur, c'est quelque chose qui les valorise, d'être dans une ville, surtout quand c'est des entreprises étrangères, donc des entreprises américaines ou suédoises, etc. Quand elles accueillent des clients, quand elles accueillent leur staff, ils accueillent dans une ville qui est visitable.
Le Gargilès, on en entend beaucoup parler parce que c'est un engrenage médiatique. Donc les gens, soit vont le voir directement dans les publications des plus beaux villages de France, soit dans d'autres publications qui va prendre ces infos sur le site ou dans le bouquin. Et ça leur permet aussi de ne pas chercher pendant des heures. Là. Enfin, voilà, c'est un gage de qualité, en fait. Les gens viennent presque les yeux fermés. Et on parle aussi de médias télé, hein, parce que nous, on parle... passe sur FR3. On passe régulièrement sur FR3, mais aussi TF1 est venu faire des reportages ici, mais parce qu'ils viennent presque sans réfléchir, ils savent qu'ici, ils vont trouver quelque chose. Nous labellisons à peu près 2 villages tous les 6 mois. Je crois qu'à chaque fois, il y a un des 2 villages labellisés qui fait l'objet du 20h ou du 13h d'une des grandes chaînes nationales. C'est un événement. Quand on labellise un village qui est classé parmi les plus beaux villages de France, ou quand il y a un reportage sur une chaîne de télévision ou un journal télévisé, il est souvent présenté comme étant l'un des plus beaux villages de France. Et normalement, à l'intérieur du village, c'est réservé aux résidents. Et les autres vont se garer sur les parkings qui sont d'ailleurs gratuits. Voilà. Donc finalement, on a préservé, grâce à ça, on préserve un peu la quiétude des habitants. Parce qu'il y avait un problème l'été, quand les habitants voulaient se garer, il fallait que ce soit eux qui aillent. Maintenant, c'est à peu près réglé. Et finalement, les gens sont assez respectueux, globalement, évidemment. Voilà. Et puis, il y a un côté à Apremont calme, parce que c'est le territoire du vélo, de la marche. On est sur le chemin de Saint-Jacques, voie de Vézelay. On est Loire à vélo, elle commence à 2 km, donc il y a énormément de cyclistes. Vous ne le voyez pas derrière moi, mais il y a une classe qui est en train de se promener, qui va apprendre à planter une petite plante au parc floral et qui va repartir. Donc là, tout le mois de mai-juin, je vois un nombre de cars scolaires qui arrivent pour faire des animations. Vous voyez, c'est intéressant aussi comme un nouveau public. Voilà. Donc le surtourisme, non, mais j'y mettrai une réserve, il faut quand même être vigilant. Vous voyez, par exemple, on est au bord de l'Allier, il y a évidemment des canoïstes, des canoës-kayaks. Je ne suis pas du tout contre les canoës-kayaks, mais je suis très contre une grosse base de canoës-kayaks à Apremont. C'est même pas, c'est non. Vous voyez, il y a déjà eu par le passé des tentatives, c'est non. Voilà. On ne veut pas devenir le bord de la Dordogne. Le problème de tous ces labels, c'est qu'ils n'ont pas d'audience auprès du public. Alors, en gros, ce qui a intérêt, c'est celui qui va être médiatisé, donc le plus beau, le plus grand, le plus fort. Mais ils ont pas de... Personne ne les connaît. À part ceux qui sont passés à la télé, qui ont fait l'objet d'une médiatisation par les réseaux sociaux ou par des émissions de télé-réalité. Bon, maintenant, ça a été très mis en avant, ces concours votés pour le plus beau village de France ou ce genre de choses. Mais ça ne correspond pas à une attente du client de dire je vais aller visiter un plus beau détour de France. Je veux voir un beau village, mais en fait, qu'il soit plus beau détour ou qu'il ne soit pas plus beau détour, enfin, finalement, à un moment... La politique des sites classés existait depuis 1930 et bien avant, mais il y a eu une opération, une réflexion qui était menée sur les sites à fort enjeu, où il y avait beaucoup de fréquentation et que cette fréquentation pouvait quelque part nuire à l'accueil du visiteur et surtout à la préservation du site. Et donc, dans les années 80, il y a eu une première liste qui a émergé d'un certain nombre de lieux patrimoniaux en France, et avec donc l'émergence de cet outil Opération Grand Site de France. Nous, le surtourisme, hélas, on ne connaît pas. Alors, c'est pas que je voudrais du surtourisme, j'aurais pas de place pour les faire stationner, mais oui, un petit peu plus de monde serait appréciable.
Évidemment, ça permet, en tout cas, si ce n'est pas toujours fléché directement chez nos financeurs, le fait qu'on ait le label, en tout cas, c'est toujours un argument qu'on met en avant, nous, pour obtenir les financements. Et ça permet, il faut le dire aussi, d'avoir effectivement des financements supplémentaires qu'n'auraient pas d'autres collectivités. On est un peu sur le dessus de la pile pour obtenir certains financements quand on est petite cité de caractère. Les maires représentant les communes labellisées de la région Centre-Val de Loire ont rencontré le président François Bonneau il y a 2 ou 3 ans et nous lui avons parlé de notre démarche. Et dans les contrats régionaux de solidarité territoriale, il y a une ligne spécifique qui permet à la région de financer des opérations qui sont réalisées dans les plus beaux villages de France. Là encore, je vous dis, quand j'ai fait le cœur de village, je ne vais pas m'amuser à prendre du ciment, je vais prendre de la pierre de Bourgogne pour faire des caniveaux. Vous voyez, donc forcément, ça a un coût. Et donc, aussi bien la région, par l'intermédiaire du pays d'ailleurs, et l'État ont compris que toute seule, je ne peux pas. Sur nos autres financeurs, départements, régions, État, le fait qu'on soit petite cité de caractère, ils ont un regard peut-être plus attentif sur nos demandes. Alors, il est toujours difficile d'estimer la part que l'on doit réellement au label et les touristes qu'on aurait quand même sans le label. Et le corollaire de la fréquentation, c'est que bien sûr, c'est de l'activité pour les commerces, ça permet de maintenir de l'activité, ça nous permet aujourd'hui, y compris de développer, on a ouvert de nouveaux espaces, par exemple avec des artisans, un coutelier, une recyclerie, tout ça, de développer aussi l'activité économique sur le village. Donc c'est aussi, pour l'équipe municipale aujourd'hui, on est à un stade où c'est un des enjeux, c'est comment on arrive quand même aussi, pas simplement à maintenir nos commerces, nos activités, mais en faire un vrai levier pour développer de l'activité sur le village. C'est vrai que la question des habitants, elle nous tient à cœur, parce qu'en fait, il faut déjà améliorer, faire que les habitants soient heureux de vivre ici, et surtout qu'on en attire d'autres. C'est notre problématique quand même aujourd'hui, d'attirer de nouveaux habitants. Et ça peut être un guide, en tout cas pour la politique que l'équipe municipale essaie de mettre en place. L'opération Grand Site est un outil vraiment intéressant pour manager les équipes, sensibiliser les équipes et les fidéliser. Quelle histoire on va raconter, comment on va sauvegarder, mais comment on va valoriser un site, alors qu'aujourd'hui emblématique, puisqu'il est au bord d'une grande tuilerie. Plus on va convaincre les gens qui sont sur un territoire qui n'est pas banal, qui a une histoire particulière, c'est leur demander de rester. Aujourd'hui, on est dans une problématique où ce territoire n'accueille plus. Son enjeu, c'est de faire rester les gens. Le but même du label Pays d'art et d'histoire, c'est de sensibiliser à justement la valeur de ce patrimoine et travailler justement à la transmission de ce patrimoine. Donc oui, c'est un point essentiel pour nous. Oui. Ce que je trouve très intéressant dans la démarche des dimanches de caractère, c'est qu'on essaie, mais c'est un petit peu la volonté du label, on essaie de donner la parole aux habitants. C'est essayer que les habitants, comme les élus, s'impliquent et prennent en charge la valorisation du patrimoine. On a beaucoup, vraiment beaucoup dans nos visites guidées, et c'est très bien relayé par les mairies. Des visites, des nouveaux habitants, et on a même des communes qui nous demandent d'organiser des visites réservées aux nouveaux habitants. Nous considérons que les plus beaux villages de France ne doivent pas être des villages musées, ne doivent pas être des villages figés. Donc il est nécessaire de maintenir les activités. Et nous avons des activités agricoles et nous souhaitons les préserver. Quand on travaille sur le qualitatif, c'est aussi rester attractif et faire venir des habitants. Alors, on a l'effet inverse aussi. C'est que ça a tendance à faire augmenter l'immobilier, ça a tendance à multiplier
la mise en tourisme du bâti, c'est-à-dire les locations saisonnières. Et là, on a un effet balancier dans l'autre sens qui est que ce n'est pas les habitants permanents qui s'attirent sur le village. Donc je dirais qu'il y a ces doubles effets, hein, des gens qui vont, voilà, coup de cœur, ouais, ça leur plaît, il y a le label, c'est un beau village. Mais à la fois des maisons qui, parce que l'immobilier est un petit peu plus cher, et puis qui a une demande d'hébergement. Alors nous, on subit surtout l'effet Beauval à côté, plus que plus beau village de France, je dirais, dans le secteur, mais qui fait qu'à un certain niveau, qui peut devenir problématique. Il y a eu le Covid. Le Covid a rebattu un peu les cartes. Nous sommes juste à 100 km de Paris. Et lorsqu'il y a eu le confinement, pratiquement toutes les résidences secondaires se sont retrouvées occupées. Tout ce qui était à vendre a été acheté, et même ce qui n'était pas à vendre, pour certaines, ont fini par être acheté. Et quand on a vraiment travaillé sur qu'est-ce qu'était une petite cité de caractère, et là la commande politique est très claire, d'abord des villes à vivre. On est d'abord au service de nos habitants. Nous, et peut-être contrairement à d'autres marques qui sont très axées sur le côté touristique, nous, c'est la vie qu'on ramène dans les territoires et on veut que la vie, elle ne soit pas une vie liée à une saison touristique, quoi. Parce que dans une petite cité de caractère, on n'aura jamais d'usine, on n'aura jamais de high-tech, enfin voilà. Par contre, on propose aujourd'hui, en plus, quand je dis que c'est une grande modernité, c'est-à-dire ce slow tourisme et le tourisme durable, qui fait que vous allez accueillir des gens en dehors de la saison. Les gens auront un confort du tourisme, c'est-à-dire vous ne serez pas surchargé comme vous pouvez l'être sur la plage. Alors, on va avancer vers le village. Moi, j'ai fait une remarque sur ces murs de silex qui sont très beaux, mais qui sont en train de disparaître sous le couvert végétal, sous des murs de silex. Périodiquement, il y a une petite visite de vérification où on se dit mais est-ce que je mérite toujours mon label et en fonction de quoi je peux le mériter. Le précédent audit avait quand même pas mal de points d'amélioration à mettre en œuvre. Amélioration qu'on a apportée, qui nous a permis, alors après on n'est pas chassé du label, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais cette charte est quand même relativement restrictive. On a des villes qui ont formidablement progressé. Je pense souvent, qui me viennent à l'esprit, je vais en citer 3, Saint-Thierry-à-la-Perche, Charlieu, l'Isle-Adam, qui quand elles sont rentrées, l'année où elles sont rentrées dans le réseau, étaient limite. Hein, par rapport à nos critères et même par rapport aux notes du référentiel. Et ce sont des villes qui ont formidablement progressé au point que maintenant elles sont au-dessus de la moyenne. À chaque expertise, il y a quand même des orientations qui sont données, des efforts à faire. Et puis on a donc eu un compte-rendu réexpertise. Nous avons le plaisir de vous informer qu'au cours de sa réunion, la commission qualité a pris la décision de confirmation du classement de Gargilès parmi les plus beaux villages de France, assorti par toutefois de réserves. Le traitement actuel de certaines ruelles correspond à des revêtements bitumineux, sommaires, présentant parfois des aspects dégradés, auxquels s'ajoutent d'anciens pieds de façade cimentés, l'ensemble participant ainsi à une certaine banalisation des espaces publics du village de Gargilès. La commission qualité a bien pris note d'un projet de requalification de la rue principale et de la place Secondaire 3 et invite la municipalité à poursuivre la qualification des espaces publics en veillant à respecter quelques grands principes, faire preuve d'une grande vigilance afin d'éviter tout aménagement trop riche, trop sophistiqué, trop ostentatoire. Nous avons déclassé les villages et je vous assure que déclasser un village, c'est souvent un drame sur le plan local parce qu'il y a de l'hôtellerie, il y a de la restauration qui s'est installée dans ces villages et c'est une partie de l'économie touristique du village que nous mettons en cause. Donc on le fait toujours de façon responsable. C'est pas d'arriver tous les 5 ans en disant vous êtes bon, vous n'êtes pas bon. C'est de constater que là on est bon, là on n'est pas bon et tout de suite chercher des solutions, soit en réseau national, soit en réseau régional, soit avec la commune, pour atteindre ces objectifs. On peut s'appuyer justement sur les réserves pour continuer à améliorer les choses et dire voilà, on a des réserves, donc on va pouvoir continuer, il y a encore du boulot à faire,
plutôt que de dire c'est acquis, et voilà, bon, on peut se relâcher, on peut, on peut faire ce qu'on veut. Donc les réserves sont souvent utiles quand même. La ville de Nogent-le-Rotrou, c'est pas une ville touristique balnéaire voilà, qui vit 365 jours par an. Il y a du hors-saison. Là, on est on n'est pas sur un tourisme qui va être continu sur l'année. Donc forcément, si l'audit se fait au mois de mars, on a un certain nombre de choses. On a une certaine quantité d'offres qui n'est pas disponible au mois de mars parce que ça ouvre de mai à septembre. Donc ça n'a pas pu être visible. Il y avait un certain nombre de travaux qui étaient en cours de route, donc pareil, n'ont pas pu être valorisés. Donc la note a été plutôt, je crois qu'on a eu un truc genre 12, ou, enfin je l'ai pu ramener sur 20, mais c'était pas une note très folichonne. Une commission de labellisation de petites cités de caractère, c'est quand même c'est le grand oral. Hein. Il y a quand même, il faut donner énormément de garanties, il faut être en capacité de se projeter, il faut vraiment défendre son dossier de candidature. Vous avez à peu près 30 personnes autour de la table qui vont vraiment évaluer la légitimité, la pertinence pour cette commune de rentrer dans le réseau, à la fois sur ses qualités actuelles, sur le projet qu'elle présente et sur ses axes de développement, mais aussi sur son engagement vis-à-vis du réseau. Et puis, on a eu aussi le cas de figure où la commission est passée et a constaté qu'on n'était pas du tout dans l'esprit des petites cités de caractère, dans le respect de la charte, que depuis le dernier passage, il y avait eu très peu d'évolution, aucun signe d'avancée dans un sens ou dans l'autre. Et là, il y a eu quelques exclusions qui ont été prononcées. Alors nécessairement, si on est sur du droit souple, non sanctionné par une contravention ou par une pénalité quelconque, si ce n'est le retrait du label, qu'est-ce qui rend le label obligatoire, entre guillemets, contraignant? Celui qui ne respecte pas le cahier des charges d'un label n'est pas sanctionné par le juge ou par une police. Il perd tout bonnement le label. C'est ce qui fait la particularité de cette norme qui est incitative, mais qui n'a pas d'aspect obligatoire. Le seul caractère obligatoire, c'est l'envie d'être labellisé qui sert de garantie normative pour respecter les critères de labellisation. Et là, le label est intéressant parce qu'il permet de dire aux gens, voilà, on a un label de qualité, donc on ne fait pas n'importe quoi. Bien sûr que c'est une contrainte, on peut comprendre que c'est embêtant pour vous, mais c'est important aussi pour nous de garder ce niveau de qualité dans notre bâti. Il est vrai que dans les années 60, 70, il y a un certain nombre de choses qui ont été faites dans Sancerre qui aujourd'hui ne se feraient plus. On a aussi de plus en plus des élus plutôt intercommunaux qui, dans la mise au point de leurs documents cadres, notamment je pense au projet d'aménagement des plans locaux d'urbanisme, et notamment pour nous, on a la chance d'avoir 3 PLUI, donc 3 plans locaux dessinés sur 3 intercommunalités parmi les 4 que compte le territoire, où effectivement, ils se servent un petit peu du label Pays d'art et d'histoire et de l'approche en termes de qualité architecturale et paysagère pour véhiculer des concepts dans leurs documents locaux. Et ça, moi, je le vois de manière plutôt positive, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est ce qu'on essaye de défendre, et bien finalement, ça a fait son chemin parce que c'est aussi intégré dans des documents qui, là, ont une portée opposable. C'est-à-dire des documents qui, dans leur règlement et leur traduction concrète, vont s'opposer aux tiers, vont s'opposer à un pétitionnaire s'il veut faire un toit bizarre avec des matériaux de telle couleur. On sait qu'il ne pourra pas parce que derrière, effectivement, il faut essayer de s'astreindre à une qualité dans la production de bâti, la production d'immobilier, d'entreprises, etc., etc. Le premier critère de la charte dit « la commune doit avoir au moins un édifice protégé au titre des monuments historiques ». Ce critère est souvent mal compris, parce que souvent on nous dit « voilà, moi j'ai un édifice protégé monument historique » et on nous présente la qualité de l'édifice. Mais ce qui nous intéresse, c'est le fait que cet édifice génère un périmètre des abords. Et que donc, dans cet espace qui est couvert par les abords, on a normalement cette possibilité de travailler dans l'interaction entre bâti public, bâti privé, espace public.
puisque tout est soumis à avis conforme de l'architecte des bâtiments de France. Donc on a déjà la possibilité de travailler sur cette approche globale dans un dialogue avec les services de l'État, dans une approche plus architecture et urbanisme. Et les architectes des bâtiments de France, ce sont nos alliés. Quand on a des villages comme ceux-là, on a besoin de faire respecter des règlements d'urbanisme. Le label demande à ce qu'on ait ces documents d'urbanisme et puis la préservation du bâti, du patrimoine passe aussi par faire effectivement respecter un certain nombre de règles au moment de travaux ou de restauration. Le SPR, c'est compliqué parce que ça a un coût aussi. Enfin, c'est la question du coût qui est... Et tout le monde n'est pas convaincu parce que c'est des contraintes après pour les habitants et qu'on a déjà du mal à faire accepter les petites contraintes qu'on a avec le périmètre de protection qu'on a déjà. C'est très contraignant, c'est vrai, ça c'est difficile, vous savez, c'est pas simple. Quand on voit par exemple des constructeurs, des entreprises qui oublient justement qu'on des petites cités de caractère, qui amènent des matériaux alors que c'est pas dans l'urbanisme, c'est pas accepté. Donc ça, il faut travailler là-dessus, il faut leur faire comprendre. On a mis un site internet, il y a tout le détail, les gens savent très bien qu'avant de faire quoi que ce soit, qu'ils viennent nous voir, viennent voir les bâtiments de France, voilà, est-ce que je peux prendre ces matériaux-là et tout, et on les aide derrière. C'est très important. Aujourd'hui, à ma connaissance, il y a un PLUI qui est tout neuf, tout chaud sur notre territoire. À ma connaissance, il n'a pas du tout été question du label Plus beau détour de France. Vous avez une petite cabane comme une loge de vigne à bord de l'eau et il va en profiter pour faire ses dégustations. Chaque année, on a une assemblée générale où on rencontre les autres élus qui sont membres du réseau et chaque année aussi, il y a des ateliers techniques qui sont organisés. Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est les retours d'expérience. À la fois par les ateliers techniques, mais aussi simplement de façon informelle quand on déjeune avec les collègues, où quand même la plupart de ces villages partagent des problématiques assez communes de fréquentation touristique, de stationnement, gestion des déchets, gestion des problèmes d'urbanisme, comment aussi, ce qu'on a pu évoquer tout à l'heure, comment les habitants ils voient le label par rapport aux contraintes et tout ça. Dès que je fais des travaux importants, je prends mon téléphone, j'appelle le président, le directeur et je demande leur retour sur d'autres travaux ailleurs. Vous voyez, à chaque fois que j'ai une idée de quelque chose, je vais souvent demander leur expertise parce que je sais qu'ils ont déjà eu ce genre de cas. Par exemple, je voudrais compter mes touristes, je leur ai demandé comment ce qu'ils font ailleurs. Vous voyez, pas que pour les travaux. Et par exemple, chaque année après les audits, c'est moi qui renvoie les rapports définitifs d'audit, je sélectionne les meilleures idées, les meilleures réalisations. Et donc, j'ai toute une banque d'idées aujourd'hui que j'envoie donc chaque année à l'ensemble du réseau. Ils peuvent, comme ça, appeler les autres communes. J'indique évidemment les communes références qui sont les meilleures dans tel domaine, dans le fleurissement, dans la mise en lumière. Et cette idée, à un moment, de se retrouver, parce qu'on partage des problématiques communes, qu'on partage des visions communes, pour échanger, pour mutualiser, pour mettre en place des actions, cette idée de participer à un réseau est une des motivations des communes à nous rejoindre. Avoir le panneau à l'entrée du village, c'était une chose, mais ce n'était pas du tout l'essentiel. Parce qu'on a commencé à connaître les gens du réseau, voir que le réseau, c'était en fait une vie de réunions, de réflexions, de journées de formation, de documents, de mutualisation. Et finalement, on s'est dit, mais c'est ça qui est intéressant. C'est que c'est une démarche assez vivante, qui peut aboutir dans 3 ans effectivement à ce qu'on soit homologué, puisque là, donc je vous raconterai, on est maintenant vraiment homologable. Mais je crois que c'est ça qui nous a convaincus, c'était l'aide que ça pouvait nous apporter, à la fois dans la réflexion, dans la programmation de notre travail et dans notre formation.
L'administration centrale aussi a un rôle de réseau dit national qui invite aussi annuellement les chefs de projet à venir pour que en fait, le ministère de la Culture puisse aussi diffuser, on va dire, les orientations vers lesquelles on aimerait que les villes et pays d'art et d'histoire tendent, hein, que ce soit des fois sur l'architecture contemporaine, sur les arts plastiques, sur le paysage. Tous les 6 mois, on se rencontre justement avec le réseau régional et la DRAC pour évoquer les projets en cours, comment est-ce qu'on avance mutuellement. C'est très intéressant. Il y a des projets aussi en commun. Je pense notamment aux brochures Parc et Jardin, le centre en pays. Enfin, voilà, on a des publications, on a une volonté de se coordonner et d'avancer ensemble. En fait, c'est ça. Ce qui se passe dans ce réseau, c'est que quand on parvient à mettre en œuvre une action, une démarche, un outil, quel qu'il soit, si ça marche ici, ça ne peut que marcher, par exemple, en Pays Loire-Val-de-Bois ou en Pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais. Si la commune est toute seule, le maire il change tous les 6 ans, ils n'ont pas les moyens, vous n'êtes pas sûr que la commune, elle va être en capacité de réaliser. Alors que quand la commune, elle est membre d'un réseau qui a une notoriété, une image, le réseau, il est caution de la sécurité, du bon investissement de la région et du département. Avec les petites déclinaisons, voilà. À l'issue de ces 3 années de travail, nous voici arrivés au bout de notre enquête. Mais pas forcément de nos réflexions. Ça ne correspond pas à une attente du client de dire je vais aller visiter un plus beau détour de France. Je veux voir un beau village, mais en fait qu'il soit plus beau détour ou qu'il soit pas plus beau détour, enfin finalement, au moment où je ne sais pas sûr, moi personnellement. Une question qu'on pourrait par exemple se poser, c'est est-ce que le label c'est un critère au moment où les personnes vont choisir leur lieu de visite, leur lieu de destination ? Durant nos entretiens, nos enquêtés nous ont souvent parlé des publics visés par les labels que nous avons étudiés. Les riverains, les habitants, le jeune public, les touristes, les camping-caristes ou encore les cyclistes. Après tout, que pensent-ils de ces labels ? Les habitants voient-ils d'un mauvais œil l'augmentation de la fréquentation touristique ou bien au contraire sont-ils fiers de voir leur patrimoine local valorisé ? Sans doute la situation varie-t-elle selon les territoires. Et il y aurait là matière à une enquête sur la réception des labels patrimoniaux au niveau national. Autre point, analyser les dynamiques sociales et économiques d'un territoire et faire la part des choses entre ce qui est dû au label ou à un autre facteur est très difficile. Les acteurs que nous avons rencontrés en sont conscients. Et peut-être faudrait-il alors justement réfléchir à la manière de mesurer cette fréquentation touristique et d'en connaître les motivations. Une autre interrogation, comment se déroulent les commissions d'attribution des labels, auxquelles nous n'avons pas été autorisés à assister ? Quelle est la part de sanctions et de négociations dans ces évaluations ? Comment objectiver la qualité d'un projet de développement ? Comment prendre en compte le coup de cœur, l'engagement, l'enthousiasme comme critère d'attribution ? Ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas réussi à capter des élus qui n'ont pas eu de label. Ouais. Après, c'est vrai que ça aurait été intéressant. Bon, on peut comprendre qu'il n'ait pas souhaité nous rencontrer, surtout si la démarche avait échoué. Bon, on comprend. Enfin, on peut comprendre qu'il y a un peu de frustration, un peu de déception, mais c'est vrai que ça aurait vraiment été intéressant. Et enfin, les constats dressés par les élus locaux sur ces labels auraient-ils été différents si nous nous étions rendus dans des communes labellisées parmi les plus fréquentées de France, certaines pouvant accueillir jusqu'à plusieurs centaines de milliers de touristes par an. Et puis vous, oui, ce que vous disiez, donc tout le monde pareil, il n'y a pas... Beaucoup de questions restent ouvertes à l'issue du projet LabTerre. La recherche patrimoniale ouvre toujours de nouvelles voies. J'ai revérifié.